retrouver ce matin, de renouer encore avec vous. Oui, on est très heureux quand cet instant arrive. C'est un instant sacré et magique. Et on sait très bien, nous sommes vendredi. Et le vendredi, on a coutume de dire que tout est permis sur ce plateau, tout n'est pas permis. On respecte bel et bien le conducteur, le synopsis de ce programme. Pour les personnes qui nous rejoignent seulement pour la première fois, eh bien, sachez qu'ici, on parle d'histoire du jour. Et quand on parle d'histoire du jour, il s'agit de ces histoires-là, de vos problèmes, de vos préoccupations, tout ce qui vous chagrine, qui vous empêche de sourire, vraiment tout ce qui vous paralyse. Vous envoyez simplement vos messages. Et puis, on essaye ensemble aussi d'étudier, parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous les problèmes qui sont envoyés ne sont pas retenus. Parce qu'il y a des problèmes où on estime que vraiment, vous avez quand même merdé. Du moins, la personne en charge va mieux s'exprimer sur la question. Et éviter aussi de mettre trop de pression. Vraiment, Isabelle, depuis que j'ai envoyé mon problème là, on n'a pas encore... Il y a 1000 cas en boîte. 1000 même, c'est... Je suis même très modeste quand je parle de 1000 cas en boîte. Vraiment, croisez simplement les doigts qu'on arrive sur votre cas et qu'on en parle. Les prières de respecter au moins les règles de politesse. C'est le minimum que vous puissiez nous offrir. C'est le minimum qu'on puisse aussi vous demander. Soyez assez courtois. Soyez surtout précis et concis. Parce que les gens qui font 6 formats là, honnêtement, on ne pourra pas gérer ça parce qu'un problème qui est bien posé n'a pas besoin de se faire sur 6 formats. J'espère que tout va bien de l'autre côté. Allez, on va donc expliquer qu'après l'histoire du jour, on a la colère. Et la colère, oui, c'est à ce moment-là où le ciel gronde parce qu'on n'est pas content d'une certaine situation qu'on choisit de décrire avec vous, avec votre concours. Et Dieu seul sait tout ce qu'on a déjà pu réaliser de positif grâce à tous ces sujets qui sont développés, décortiqués ici. On a pu avoir des améliorations, des changements par la suite et pour ça, on va féliciter la personne en charge de cette rubrique-là, sans toutefois oublier Pamela Fomène, qui se charge de la revue des réseaux sociaux, mais là, c'est après 11 heures. Sans toutefois oublier Maman Bengan avec sa touche magique également, qui apporte du peps, du zeste aussi à ce programme, une bonne dose aussi en matière d'information. Et sur ce, on va donc aller à la première articulation. Dominique Audrey-Oyengele, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour téléspectateurs. Je reviens sur un point important de ce que vous avez mentionné. Oui, j'ai l'impression que, je ne sais pas, Nadine, c'est moi qui... Voilà, peut-être qu'il faut le mieux l'arranger. Non, de ce côté, non. Non, ma poitrine a dû prendre du volume. Ah, d'accord. Donc, dites aux téléspectateurs non, que Dominique vous ne pouvez Audrey. pas Non, Dominique Audrey. On ne va pas commencer à pointer les gens un lundi matin, un vendredi. Oui, attendez, parce que en recadrant les autres, il faut que je vous recadre sur le plateau. Vous n'allez pas quand même... Non, vous allez commencer à parler comme ça là. Comment? Ouais, Dominique Audrey. Franchement, vous parlez aux gens, vous mettez le doigt. Dites... Non. Baissez le doigt, pas baissez la main. Voilà, baissez. Parlez maintenant. Maintenant, dites ce que vous voulez dire. Mon message est à passer. Non, on n'a pas compris. Dites-le maintenant. Parce que tout à l'heure, vous avez fait comme ça. Baissez la main. Bon, ça c'est bon. Vous l'avez. Alors, qu'est-ce que vous dites? J'ai une situation qui me tourmente. Dominique Audrey, vos préoccupations, passez votre message. Oui, dites aux téléspectateurs que lorsque vous envoyez une histoire jeudi, vous ne pouvez pas commencer à mettre la pression vendredi pour qu'on revienne sur votre histoire. Il y a des gens qui ont envoyé des histoires depuis longtemps. Vous pouvez envoyer votre histoire, on a lu votre histoire, on prépare une série de questions auxquelles vous devez d'abord répondre avant qu'on ne puisse prendre votre histoire sur le plateau. Donc, prière de ne pas mettre la pression parce que malheureusement, ça rend nerveux. Bon, qui a rien sa fille. Ça, la personne ne parle. Donc, ce matin, bonjour chers téléspectateurs, j'ai une situation qui me tourmente actuellement. J'ai besoin dans un bref délai de conseil car je ne sais plus quoi faire et je souffre dans mon fond intérieur. En effet, j'ai une femme avec 2 enfants et actuellement, elle est presque à terme de notre 3e enfant. Après la naissance de notre premier enfant, ma femme a voulu amener chez moi une de ses cousines qui était avec ma belle-mère, mais qui a ses parents au village pour l'aider pour les travaux ménagers. Ce que j'ai accepté. Il y a de cela bientôt 4 ans déjà que cette jeune femme s'est installée chez nous. Mais depuis lors, plus rien ne marche encore chez moi. Tout ce que j'entreprends ne marche plus. On a quand même pu créer une petite boutique avec laquelle nous assurons nos charges sans problème. Il y a 3 mois, j'ai découvert avec ma belle famille que la cousine en question est une sorcière.
Cela a été avoué par elle-même après qu'on ait découvert qu'elle nous a volé de l'argent de la boutique pendant plusieurs mois. Après qu'elle ait été tabassée par ses parents à plusieurs reprises, elle ne coulait pas une seule goutte de larmes. On a commencé à l'interroger. C'est ainsi qu'elle a avoué qu'elle était une sorcière et qu'elle m'aurait donné un sort pour que jamais je ne réussisse. Elle dit avoir donné à mes enfants pour l'assassinat. Léon a pris, j'ai couru très vite vérifier l'information et me sécuriser ma petite famille et moi. J'ai essayé également de la mener sous l'accord de ma belle famille pour voir s'il y avait possibilité de la sortir de ce monde de sorcellerie, mais on n'a pas eu totale satisfaction et je me suis rendu compte que je devrais me méfier. En fait, ma belle-mère et ses enfants voulaient cacher l'information. Pourquoi? J'ignore. J'ai donc un jour dit à la grande fille de ma belle-mère que je ne veux plus me mêler d'une démarche quelconque tant que mon beau-père, en tant que sage, ne sera pas au courant des moindres détails de la situation. Et que si quelqu'un l'amène encore quelque part sans que mon beau-père ne soit au courant, je me désolidariserai définitivement des faits d'elle et elle ne reviendrait plus chez moi. Pour avoir dit cela, la grande sœur en question a décidé de ne plus me parler et a monté toute la famille contre moi. Néanmoins, ils ont informé mon beau-père et cette fois, ils l'ont amené quelque part pour une délivrance, mais sans m'impliquer. De leur retour, ils ont dit qu'elle aurait vomi des choses représentant les enfants et moi, qu'elle aurait noué des pactes qu'elle aurait noués dans la sorcellerie. Quelques jours plus tard, la fille m'a avoué qu'elle continuait sa mission. Cette fois-ci, j'ai décidé que ma mère l'amène chez ma belle-mère, chez qui elle était venue, puisque on ne m'impliquait plus dans quoi que ce soit. Entre-temps, elle avait fait savoir que c'est quand elle est venue chez moi que quelqu'un du quartier lui a donné la sorcellerie. Alors, ma belle famille a retenu cela et c'est à cause de nous qu'elle était entrée dans des trucs compliqués. Et donc, on ne me pose plus aucun acte de réconfort à mon endroit, mais il a été découvert il y a une semaine qu'elle avait hérité de cela depuis le bas âge au village. Cette fois-ci, ma belle famille m'a caché l'information et ma femme informée me cache aussi l'information. Quand je ne suis pas là, ma femme communique avec ses parents à ce sujet. Ma femme contribue même à des souscriptions financières à mon insu pour qu'on envoie la fille dans des lieux pour la délivrer. Avant que mes parents n'échangent désormais avec ma femme, on lui pose la question de savoir si je suis présent ou pas. Quand je suis là, ma femme ne parle pas, mais quand je suis absent, ils discutent du sujet et ma femme cautionne tout cela. Je suis dépassée par cette attitude de ma belle famille, pire, celle de ma femme qui devrait m'informer de tout, puisque je suis l'une des victimes de sa cousine. J'ai toutes ces informations grâce au téléphone portable de ma femme, mais elle ne sait pas jusqu'à présent que je suis au courant de tout ce qu'elle fait dans mon dos. Je vous jure que si elle n'était pas enceinte, j'allais lui faire savoir avec preuve que je sais tout ce qu'elle me cache et enfin me séparer d'elle, car je ne peux pas vivre sous le même toit avec une femme qui a plus d'intimité avec sa famille que son propre mari. Je ne crois plus être en sécurité. Je vous en prie, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi, chers membres du plateau, à avoir des conseils. Je souffre énormément. C'est dur, quelquefois. Surtout que pour lui, il a le sentiment d'être trahi Un colis piégé, oui. par sa compagne, celle en qui il faisait le plus confiance. Et aujourd'hui, Pamela Fomé se rend compte que sa femme est plus ouverte avec sa famille qu'avec lui. C'est un signe de trahison pour vous, ça, dans un ménage? Ou alors, c'est au monsieur également de créer, de construire? Parce que ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, c'est que la complicité se construit également. C'est un construit. C'est-à-dire que chaque jour, on peaufine, et après, ça devient assez solide. Et lui, en tant que chef de famille, est-ce qu'il ne lui revient pas à lui la responsabilité de créer, de construire la complicité entre sa femme et lui? Je pense que ce monsieur, pour moi, hein, il est irréprochable. Peut-être il a commis une erreur en acceptant cette fille chez lui. Parce qu'un autre homme aurait dit à sa femme, je ne veux pas les étrangers chez moi, encore que c'est ta cousine. Donc je ne vois pas l'urgence, sinon la nécessité de ce que
ta soeur vient vivre chez moi. Maintenant, le monsieur a accepté au nom de ce que c'est la soeur de sa femme, il ne trouve pas de problème à cela. Mais aujourd'hui, se retrouve à l'écart. C'est normal qu'ils soient indignés à un moment donné, qu'ils se disent que est-ce que vraiment, est-ce que c'est la femme que j'ai épousée? Parce que l'histoire me fait savoir que quand il est là, sa femme ne parle pas de l'histoire. C'est-à-dire que tous les problèmes que rencontre sa cousine, la cousine de la femme, elle n'en parle pas. À peine que son mari bouge, c'est où elle pose le problème avec les autres membres de la famille. Le monsieur a pris une très bonne résolution, c'est à savoir, si son beau-père n'est pas impliqué dans ça, ça ne sert à rien. Parce qu'il a l'impression que ça se joue entre sa belle-mère, sa femme et autres membres de la famille. Pourtant, le responsable de la famille de la fille n'est au courant de rien. Il a fallu qu'il crie. Il a fallu qu'il se fâche de sa femme avant qu'on informe également au père de sa femme de ce qu'il y a un membre de la famille qui est comme ça. Et la fille qui vit chez lui est même une menteuse. Vraiment, excusez-moi, passez mon expression. Cette fille est une menteuse. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait des révélations, elle lui dit que non, c'est parce qu'elle est venue vivre chez son beau-frère dans le quartier quand elle a attrapé, c'est la maladie, c'est pas quoi. Qu'on lui a donné la sorcellerie. Non, je trouve qu'elle n'est pas, elle n'est pas honnête. Si le monsieur est curieux, qui se rapproche de sa belle-mère, qu'il essaie de savoir comment la fille se comportait. Qui se rapproche de sa femme ou bien de sa belle-mère? Puisque sa femme ne veut pas en parler, sa femme ne veut pas dialoguer avec le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? La fille ne vivait pas avec sa femme, elle vivait avec la mère de sa femme. Donc il se rapproche auprès d'elle. Ok, belle maman, comment cette fille se comportait lorsqu'elle vivait chez toi? Pour savoir si vraiment la fille dit la vérité quand elle arrivait chez lui, si elle a changé, c'est parce que vraiment les mauvais esprits du quartier entre cette jeune fille. Mais si la mère de la fille est honnête et dit que oui, quand elle était chez moi, elle avait des comportements pareils, ça voudrait dire que elle vient de loin. Maintenant, si la mère dit que ici chez moi, cette fille était exemplaire, cette fille n'avait pas de soucis, jusqu'à ce qu'elle arrive chez toi et commence des agissements pareils, pour comprendre que peut-être la fille a raison. Mais pour moi, je pense que cette fille est en train de mentir et elle est en train de cogner les familles. Il est difficile toujours de vivre avec une personne qui ne pouvait pas lui dire ses vérités. Je pense que c'est le cas de ce monsieur parce qu'il dit aujourd'hui, comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois avouer à ma femme que je suis au courant de tout afin on ne se sépare? Au moins, je peux la faire. Et à terme, c'est par rapport à la grossesse. Par rapport à la grossesse de la femme. Mais il va supporter cette situation combien de temps? Parce qu'au moment donné, il va falloir qu'il se libère, qu'il en parle à sa propre famille, qu'il discute avec sa femme qui n'est pas prête à dialoguer. Parce que quand il y a une situation pareille, je pense que c'est la femme qui doit se rapprocher du mari. Et puis ensemble, ils trouvent des solutions. On n'a pas été idiot en acceptant votre soeur à la maison. Le mignon serait que si votre soeur a une difficulté, vous lui en parlez ensemble. Il y a des hommes qui ne s'intéressent même pas à leur belle famille. Il y a des hommes qui ne s'intéressent pas. C'est-à-dire qu'il y a deuil dans ta famille, il y a quel événement. S'il veut te donner la permission, tu vas et puis il ne s'intéresse pas. Mais l'homme veut vraiment s'intégrer dans cette famille. Il veut savoir ce qui se passe, comment est-ce qu'on va gérer. Mais sa femme est réticente. Donc pour moi, si je suis à la place de cet homme, qu'il patiente sa femme accouche, comme c'est le cas, et puis qu'il dise la vérité à sa femme. Si elle est prête à en discuter avec le monsieur, tant mieux. Sinon pas, qu'il se sépare. Ça ne sert à rien de vivre dans un atmosphère parce que là, on est en train d'accuser le monsieur. Qu'elle se sépare avec 3 enfants qu'ils ont issus d'une telle relation. Ça veut dire que l'amour est au rendez-vous. Il y a un avenir à pouvoir sauvegarder aussi. Parlant de ces enfants-là, il y a ce ménage aussi à sauver. L'amour, oui, Isabelle, on sait dire oui, l'amour, mais il n'y a pas de complicité dans ce couple. À quoi on est resté dans une relation où vous ne pouvez pas. Est-ce qu'on ne peut pas rattraper? On ne peut pas rattraper? Rattraper quoi? Afin d'avoir cette complicité-là. Sauver la relation. Le monsieur est prêt à cela. Le monsieur vous dit, à chaque fois que j'appelle ma femme au dialogue, elle ne veut pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il vous dit en même temps, le même monsieur dit au même moment, si elle n'était pas enceinte, je lui aurais fait les choses. C'est-à-dire que une raison de plus. C'est la grossesse qui le retient à ne pas violenter cette femme. Un monsieur qui se soucie de la santé de sa femme. Voyez également de l'enfant, pas de sa femme. C'est la femme qui porte l'enfant. On ne peut pas parler de l'enfant sans parler de la femme. Les deux vont de pair. Il se soucie. C'est un homme qui ne se souciait pas. Il lui aurait dit, il devait s'en foutre du fait qu'elle soit enceinte et lui dit la vérité, quitte à ce que le pire arrive. Mais l'homme est conscient. Il se dit, bon, l'état de ma femme ne permet pas que je lui dise un certain nombre de choses. Je patiente, elle accouche et puis on en reparlera. Sauf que la femme de son côté n'est même pas sûre que quand elle va accoucher, elle va pouvoir écouter son mari. Je ne suis pas sûre avec la lutte de cette femme, je ne suis pas sûre qu'elle pourra écouter son mari. Et puis ça va donner une belle leçon à ce monsieur parce que demain, même si un membre de la famille de sa femme a une difficulté, que ce soit la mère de la fille ou bien ses soeurs, ce monsieur ne va plus accepter. Et on va trouver ce monsieur de méchant, il ne veut pas intégrer la famille de la femme, il n'est pas conscient, il est inhumain. Pourtant, c'est une leçon de vie qu'elle avait en train de lui enseigner avec le cas de sa belle-sœur. Vous voyez, donc à un moment donné, vous voulez aider les gens, mais les gens vont vous prendre pour des idiots. Et puis, moi, je pense à ce monsieur, après que votre femme accouche,
vous en parlez tête à tête. Si cette femme, après son accouchement, ne veut pas vous dire l'entière vérité, vous n'avez rien à faire ensemble. D'accord, merci à vous. Alors, le bon moment, c'est lequel, Dominique Audrey? Le dire maintenant ou attendre qu'elle accouche avant de poser concrètement le problème sur la table et d'en parler en toute franchise? Le dire maintenant. Parce que la grossesse de la dame, dès le commencement, a trouvé l'histoire. La situation était déjà là. Donc, elle était enceinte et son mari faisait tous les déplacements, donnait tout l'argent qu'il fallait pour aller délivrer la cousine, monter, descendre et tout. Donc, s'il dit à sa femme aujourd'hui, je suis déçue du fait que tu n'arrives plus à parler du problème de Nanou devant moi, parce que avec ta famille, vous avez décidé de prendre une certaine position, je ne pense pas que ça mettra sa femme en danger. S'il dit à sa femme, s'il pose la question à sa femme de savoir pourquoi désormais quand tes parents veulent te parler, on te pose la question de savoir est-ce que je suis dans les parages? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire si ce n'est vouloir te protéger les enfants et toi? Il faudrait que son épouse comprenne que en tant qu'humain, si on vous dit la personne que vous hébergez, à qui vous avez donné un couvert, à qui vous offrez un gîte, la santé et tout ça, vous a mangé dans la sorcellerie pour ceux qui y croient, ou bien a fait des incantations, vous a jeté un sort, c'est normal qu'on soit un peu choqué, c'est normal qu'on soit un peu dégoûté et qu'on regrette d'avoir voulu aider la personne. Donc maintenant, je crois qu'il faut en parler parce que vous êtes en train de ruminer des choses, vous vous faites certainement des idées, peut-être votre femme vous cache certaines vérités par rapport à cette situation parce qu'elle craint justement que vous vouliez vous séparer d'elle en vous disant je suis entrée dans une famille de sorcières et si je continue avec cette femme, il y a des chances que mes enfants héritent d'un truc compliqué ou bien que moi-même elle me mange la nuit et tout ça. Donc si vous n'en parlez pas, vous ne saurez pas quelle est véritablement la réalité. Donc maintenant, selon la sensibilité de votre femme, vous êtes la personne la mieux indiquée pour savoir si elle est à même d'écouter les remontrances que vous allez lui faire. Vous devez lui dire. Et maintenant, ayez une discussion avec votre beau-père. Peut-être c'est lui qui va vous donner un compte rendu fidèle de ce qui se passe avec votre belle-sœur, votre belle cousine et tout ça. Mais vraiment, méfiez-vous des gens que vous ramenez chez vous. De façon générale, si on sort de l'histoire... Comment se méfier? Parce que là, ça dit que c'est votre sœur, c'est votre sang. C'est le même sang qui s'écluse, avec que vous vous sentez même davantage plus en sécurité. C'est pas une tierce personne qu'elle a ramenée à la maison. C'est pas une dame de ménage, on dit on ne connaît pas où elle sort, elle est venue parce qu'on a peut-être mis la plaque au portail et tout ça. Là, vous avez des assurances, non, c'est la fille de ma tante, voilà. Vous avez la possibilité de retracer et tout. Vous êtes davantage en confiance. Comment mettre des barrières? Comment gérer la méfiance? Parce qu'un excès de méfiance aussi peut être perçu différemment. Isabelle Carole, dans nos différentes familles, on sait généralement qui est qui fait quoi. Ah bon? Oui. Dans nos familles, on sait que tel oncle est compliqué, telle cousine fait des trucs bizarres, telle autre, même si officiellement elle n'a pas fait son coming out, on sait que celle-là c'est une vendeuse de plaisir, on sait que celui-là c'est un voleur, on sait général. La plupart du temps, on sait. Et surtout en matière de pratique de sorcellerie, on finit par savoir parce que les parents, les aînés savent que notre fils tel-là fait un certain nombre de choses. Donc la plupart du temps, on a à même de savoir. Mais aujourd'hui, tellement les choses ont changé, tellement, comme on dit, le monde est devenu bizarre qu'il faut se méfier de tout le monde. Même si c'est votre mère aujourd'hui, il faut réfléchir par 2 fois avant de faire ou de dire un certain nombre de choses. C'est déplorable, mais la réalité veut que les choses se passent comme ça. Avant de ramener quelqu'un chez vous, surtout si vous avez des enfants en bas âge, il faut prendre votre temps et vraiment reculer avant, si ce n'est pas un impératif, si ce n'est pas une question... Elle ramenait la fille parce qu'elle avait besoin d'assistance, elle avait besoin de quelqu'un avec qui qu'elle pourra envoyer gérer des petites commissions. On sait que ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que ce n'était pas pour les besoins de cette jeune fille qu'elle a fait rentrer dans son domicile. Bien sûr, mais on sait aujourd'hui que les gens que vous ramenez chez vous sont les personnes susceptibles de vous faire le plus de mal.
Voilà donc on lui a fait savoir que son mari a reçu un sort et que les enfants ont été mangés ou bien vont être mangés. Quand on vous donne ce genre de nouvelles, comment est-ce que vous faites pour vous sentir bien après ça? Donc je crois que c'est une leçon pour toutes les autres personnes qui penseraient à ramener quelqu'un chez eux, même si c'est un membre de la famille. Faites très attention. Parce que les faits divers aujourd'hui nous ont présenté même des cas de pédophilie d'un oncle qui a abusé de ses 2 nièces qui ont malheureusement rendu là. Donc on peut faire confiance aux gens, mais à dose homéopathique. D'accord. Bon, Mengan, dans cette famille, désormais, c'est la méfiance. Et on sait très bien que, vraiment, pour le bon fonctionnement d'un couple, qu'il y ait tout, mais des suspicions, il ne faut pas. Est-ce que le mari, déjà, a le droit de mettre le téléphone de sa femme sur écoute? Déjà. Le téléphone de la femme appartient au mari. Donc, il écoute, il appartient au mari. C'est le mari qui gère le téléphone de sa femme. Aujourd'hui, qu'il est donc au courant d'un certain nombre de choses, parce qu'il a mis le téléphone de sa femme sur écoute, il a la peine à gérer. Cet homme parle trop. Merci, il parle trop. D'abord, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit, c'était pas un homme. Il parle trop. Et il parle même au moment où il ne faut pas. On ne parle pas quand sa femme est enceinte. Mon fils. Et je réponds même à la... Du moins, j'ajoute de l'eau à votre moulin à l'introduction. Chers téléspectateurs, les histoires sont semblables. N'attendez pas qu'on lise seulement la vôtre. Ouais. Votre solution peut être trouvée dans une histoire de notre. Parce que justement, si vous voulez que les Bantous vous aident, faites en sorte que votre cerveau soit élastique. Les Bantous ne vivent pas sur la base des clichés. Le cerveau d'un négro-africain, parce que c'est une civilisation, la culture du cerveau négro-africain, c'est que l'autre n'est pas nécessairement méchant, n'est pas rejeté. Donc notre cerveau est élastique, pas de clichés. Pour ce cas précis, mon fils, on ne parle pas quand on a une femme enceinte. Et encore que tu as découvert que ta belle-sœur là, elle est sorcière, elle n'a pas pu manger les 2 premiers. On préserve celui qui est dans le ventre, on ne parle pas. Comme tu as commencé à parler parce que tu avais peur, on parle au chef de famille. Parce que quand on épouse une fille, c'est tout à fait normal que la famille de la fille cherche sa petite sœur pour l'accompagner. Ce n'est pas un crime. C'est vous aujourd'hui qui faites vos choses compliquées là. Nous, à notre pauvre, ne faisons pas. C'est normal. Mais avant d'entrer dans une famille, on fait le ngambi. Tu es entré dans une famille de sorciers. Ou je dirais de sorcières. Cette fille-là, on lui a transmis le hou. C'est sa mère qui lui a transmis le hou. Et ils savent ça. Ils savent qu'elle a le hou. Et un hou très compliqué. Peut-être que son goût, pour le moment, n'a pas encore arrivé au stade où on mange les gens. Elle vole. Parce que quand on l'amène dans les histoires de vampirisme la nuit, son groupe de vampires, là, constitué essentiellement de femmes, c'est pour voler. Voler chez les gens. Ils ne mangent pas encore la chair humaine. Ce n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais quand ça arrive, il faut parler au chef de famille. En fait, on dit que le beau-fils gambarde la cour de sa belle-mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre belle-mère, ça qu'il ne doit pas manquer le paka et tout ça. Mais on parle avec papa. Quand vous venez faire toujours un marché à votre belle-mère, on parle avec papa. C'est avec lui. Et c'est lui qui représentait la famille quand la famille a décidé pendant le processus de la dot de vous confier une deuxième fille que tu vas prendre comme ta première fille. C'est pour ça qu'on s'adresse à papa. Papa, je vois que Nanou commence à, il y a des comportements, je ne vois pas. On n'envoie pas la femme pour dire que ce n'est pas possible. Mais maintenant, Charles, là, je vais avec vous.
la femme est enceinte. Il peut être suffisamment tolérant. Il peut jeter l'éponge. Il peut tolérer, il peut balayer tout ça. Parce qu'une femme qui attend un bébé, vraiment assez particulière, ou du moins même pour le moment. Ce monsieur est très con. Il est très con. Il ne sera pas content. Si, Il n'est pas là pour le casser. On lui donne des... Il a demandé des conseils. Isabelle Carole, je tire un coup de chapeau à cette femme. C'est rare ça. Oui, je tire un coup de chapeau. Vous avez vu quelle femme exposer sa famille? Vous avez vu quelle famille exposer ses enfants? Aucune. Le linge sale se lave en famille. On sait qu'elle est sorcière. Tu as l'information que tu vis avec une sorcière. Est-ce qu'on doit te donner toutes les informations? Non. Est-ce qu'on doit te donner toutes les... Comment on va dire? Au moment où on cause, il faut qu'on t'invite. Ah, viens, tu es le mari de notre fille, Isabelle Carole, viens t'asseoir. Comme tu vois là, c'est une sorcière, il faut qu'on la tue. Oui, toi aussi, tuons-la. Donc il n'a pas à se mêler. Il n'a pas à se mêler des problèmes de la belle famille. Peut-être parce que la fille est sous son toit. Non. C'est pas son affaire. La fille est sous son toit. La famille est en train de régler. La famille de sa femme est en train de régler. Vous avez déjà vu comment un homme insulte une femme avec sa famille? C'est ça. Il parle trop. La femme connaît son mari, la famille connaît le type là. Quelqu'un il ouvre ça, c'est radio qu'elle pète. Éloigne-le de nos problèmes. Allô? Oui, il est là. D'accord. Salut les enfants. C'est bon. C'est normal. Je vous assure, c'est normal. Voici quelqu'un qui n'est pas là à l'école du mariage. Tout à fait. Parfois, vous entrez. C'est la mère et la fille qui causent. Vous sortez. Même si vous n'avez pas l'intention de sortir, fabriquer et sortir, sortez. Laissez-les faire leur bavardage. C'est la famille. Les problèmes de famille se règlent. Donc, la famille a mis les mécanismes. Vous arrivez dans la famille de quelqu'un. Vous lui dites qu'il faut absolument le beau-père soit là. Oui. Tu as informé le beau-père. Maintenant, le beau-père prend l'initiative. Tu fais encore quoi là? Tu lui confies tu te retires. Ce n'est plus ton affaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus ton affaire. Vous vous rendez compte qu'il n'a même pas le pouvoir de jeter cette fille dehors. La famille gère le problème. Il bavarde trop. Il s'agite pour rien. Qu'il reste calme, qu'il laisse la famille gérer. Donc en fait, il n'a pas de problème et il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. On a détecté le problème. Il a dit, je voudrais que le beau-père, en réalité, c'est lui qui aurait dû dire à son beau-père. Mais bon, il a laissé aux femmes de gérer. Tu te retires. C'est tout. Et comme il veut donc être prudent, est-ce que ma femme va bien accoucher? Si c'est une césarienne, elle va... Dès que tu le fais, toi-même, tu n'informes pas les gens. Parce que tu protèges ta femme et l'enfant qu'elle porte. Tu n'en parles pas. Et même, c'est même une très bonne chose de se rendre compte que sa femme est en train de gérer le problème. Quel homme gère les détails? En le mettant en marge. Oui. C'est un problème de famille. Que ça se fait. C'est pas un problème de couple. Mais comment est-ce qu'on dit que lorsqu'on dote une femme, elle vient de l'autre côté. Et maintenant, pourquoi il n'a pas fait l'Ongambi avant? Non, mais parce qu'il faut savoir qu'il y a des limites. Il regarde son quand ma belle-mère, mes belles-mères viennent à la maison, je vais assister à la causerie avec je fais quoi là? Du tout. Je fais quoi là? Il y a des espaces réservés qu'il ne faut jamais violer. Jamais. Et là, cet homme a violé les espaces qui lui étaient concédés. Tu fais quoi là? Merci à vous sur le plateau. La colère à présent. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de logistique dans les centres de secours dans ce pays. Mais avant, posons-nous les bonnes questions. Où est passé le plan de contingence
tant vanté en 2011 dans ce pays. Comment comprendre le non-respect et la non-application de l'article 1er du décret présidentiel numéro 2004/058 du 23 mars 2004 portant création et organisation de formations et unités territoriales du Corps national des sapeurs-pompiers placé sous l'autorité du commandant du Corps national des sapeurs-pompiers. Comment comprendre qu'à ce jour, les populations camerounaises souffrent de l'absence de logistique dans les centres de secours dans ce pays? Comment comprendre l'éloignement des centres de secours face à la difficulté ou aux difficultés des populations dans le cadre des crises multiformes que traverse le pays, extrême nord, nord-ouest, sud-ouest? Comment comprendre que celles existantes peinent pour l'heure à respecter leur mission à cause d'une pauvreté criarde sur le plan infrastructurel? Il existe au Cameroun très peu de centres de secours des sapeurs-pompiers dans les 10 régions. Pour ceux qui existent, les praticiens se plaignent de la modicité de la logistique, insuffisance de fourgons grande capacité, véhicules équipés de secours et d'assistance aux victimes, des véhicules d'intervention diverses. Comment comprendre que les populations soient encore contraintes de recourir aux méthodes archaïques pour stopper les flammes en cas d'incendie? C'est vrai qu'en 2018, il y a eu une volonté de renforcement de la logistique. Sauf que cette volonté s'est soldée par la découverte de grosses insuffisances. Des insuffisances qui ont fait l'objet de plusieurs requêtes, des insuffisances qui ont poussé à une réflexion, à une prétendue réforme qui malheureusement en 2023 n'a jamais abouti. Comment comprendre le fait pour les populations de se retrouver elles-mêmes à organiser les secours? Vous avez des zones où il est difficile d'accéder, la promiscuité, il est difficile d'accéder via des échelles, via des tuyaux, du fait de la longueur des tuyaux, malgré les possibles et les multiples raccordements. Si ces secours sont mal organisés, l'envergure de la catastrophe sera plus grande. Comment comprendre que même ces responsables des centres de secours ne couvrent pas l'ensemble du territoire national? Savez-vous que même à Yabassi, il n'existe pas un seul centre de secours? Imaginez un cas grave, un cas d'incendie, une catastrophe. Où est passée la notion de bénévolat tant prônée? Comment comprendre cette faiblesse des effectifs par rapport à l'immensité du territoire à couvrir? Savez-vous que le ratio est actuellement d'un seul personnel de secours pour 20 000 habitants, alors que l'idéal aurait été d'un pour 200 habitants? Savez-vous qu'il existe de nombreuses zones non couvertes par ces centres de secours, état de fait qui augmente notablement les distances et les délais d'intervention dus aux élongations? Savez-vous que le matériel majeur des équipes de centres de secours atteignent prématurément leur potentiel parce qu'ils sont sollicités 24 heures sur 24? Savez-vous que dans les cas des incendies, le ravitaillement en eau est un problème du fait d'un manque de bouches et poteaux d'incendie alimentés? Passez derrière le stade Omnisport de Bepanda, vous allez vous rendre compte que c'est sur les bouches d'incendie que désormais on verse les ordures et on fait le feu. Un feu, pourquoi? Comment? Quelles sont les unités censées veiller à la maintenance? Sont-elles même affectées? Question. Pour ravitailler les engins, les équipes des centres de secours de la région de l'Est, pour parler d'elles, parcourent environ 18 km x 2 pour s'approvisionner à l'aide d'une motopompe flottante à la rivière Loktimbi sur l'axe Bertois-Dimako. Savez-vous que certains centres de secours ne disposent que d'un seul véhicule d'intervention diverse et d'un fourgon pompe? La ville de Douala, en l'espace de 2 mois, de janvier à février, a connu des incendies. Oui, des incendies qui ont pu être maîtrisés, mais aussi des incendies qui ont vu l'arrivée tardive et parfois des populations qui se retrouvent à huer. Dernier cas en date, c'est à Bonamoussadi,
où on a assisté malheureusement à cet incendie qui a fait crier plus d'un en se posant la bonne question, c'était un problème d'eau, un problème d'embouteillage ou un problème d'effectif? Merci à vous, Charlemel. Alors, Pamela Fomène, vraiment, quand on écoute ça, on se dit dans quelle république sommes-nous? Parce qu'il y a des préalables, des minimums qui devraient pouvoir être respectés. C'est-à-dire que la question de l'eau, par exemple, c'est-à-dire on devrait facilement avoir accès à de l'eau. Mais malheureusement, le ravitaillement en eau est toujours un problème. Et comment gérer lorsqu'une catastrophe arrive? Impossible. Des bouches d'incendie extrêmement rares. L'ensemble du territoire national, il n'y a pas, n'est pas totalement couvert. C'est-à-dire que des mesures soient réellement prises pour dire on est prêt à parer à tout type d'éventualité ou du moins ce genre de problème. Alors, la plupart des incendies que j'ai dû ramener sur ce plateau en termes de la revue des réseaux sociaux, on nous a toujours laissé entendre qu'il y a eu un retard au niveau des sapeurs-pompiers. Parfois, ce sont les populations elles-mêmes qui ont commencé à secourir aux besoins avant qu'on a pu avoir ces sapeurs-pompiers. Pourtant, si vous allez sur la page des sapeurs, on vous fera savoir qu'il y a un numéro qui est le 118 auquel en toute insécurité, en cas d'incendie, vous pouvez facilement appeler, ils viendront à peine qu'ils auront reçu l'appel. Sauf qu'en réalité, il n'en est absolument rien, vraiment du tout, parce que vous appelez un sapeur-pompier, ou alors ceux qui ont la responsabilité de mener cette activité, soit ils vont vous faire savoir qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de carburant, ils ont une urgence ailleurs, du moins ils trouveront toujours une raison. Pourtant, l'une de leurs missions, c'est sauvegarder, sinon veiller à la protection des biens des personnes. Mais sur le terrain, il n'en est rien. Maintenant, il faut parler également aux populations, parce qu'il y a des personnes qui construisent des maisons à une hauteur incroyable. C'est-à-dire que même les populations veulent venir en aide, mais il n'y a pas moyen de le faire. Des personnes, on a vu le dernier cas, non pas le dernier cas, un cas du côté de Bafoussam, une femme qui a été engloutie dans son domicile. C'est-à-dire que même quand le sapeur arrive, il a du mal à avoir accès à sauver une vie. C'est-à-dire que même au niveau des constructions, que des personnes qui le font essayent quand même de faire quelque chose de convenable. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le sapeur qui arrive à temps, encore qu'on ne l'espère pas, au moins ceux qui pourront être là pour sauver des vies peuvent le faire. Quand cela n'est pas fait, forcément, on aura des pertes en vies humaines et on reviendra toujours parler sur ce plateau parce qu'on ne peut pas comprendre que vous êtes en danger, vous avez la possibilité d'appeler cette personne ou alors cette personne qui ont la charge de sauver des vies et elles vous font savoir que non, il y a une indisponibilité, la voiture n'est pas carburée, on a une urgence de l'autre côté. Ça veut dire que l'urgence dans le parti n'est pas plus urgente que celle que vous avez en l'instant. Ça veut dire que ça pose un sérieux problème. On devrait au moins décentraliser les choses, avoir les sapeurs-pompiers en fonction des localités. Parce que imaginez-vous, quand j'écoutais la colère, vous appelez un sapeur, il doit parcourir des kilomètres avant de secourir aux besoins des populations. Ça ne sert à rien qu'on appelle, il vaudrait mieux qu'on meure entre nous. Et après, il arrive et il se rend compte que son stock d'eau peut-être est épuisé, il n'y en a pas pour se ravitailler. Il faut replier avant de revenir. C'est une gymnastique vraiment qui prend beaucoup de temps. Et là, ça ne résout pas le problème des Camerounais. Je pense qu'on devrait, revoir cet encadrement. Comment est-ce que ça se passe? Au moins, un véhicule avant de garer, on doit se rassurer qu'il y a la nécessité, tout est rempli afin qu'un quelconque appel, au moins vous pouvez sortir de là et puis sauver des vies. Sinon, c'est pour moi qu'on suspende seulement ce service parce que ça ne sert à rien. Si vous êtes là pour sauver des vies, vous n'arrivez pas à sauver des vies, au moins ça peut diminuer les coûts, ça peut aider à autre chose. D'accord. Bon, Megan, comment expliquer ce problème de logistique aujourd'hui dans les centres de secours? C'est l'argent qui n'est pas suffisamment mis à disposition pour qu'on parle d'un équipement assez correct et satisfaisant pour tout le monde, ou alors on se dit les priorités sont ailleurs, on peut abandonner ces centres de secours dans ce pays? Il y a un secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, disait que l'essentiel pour un homme d'État, ce n'est pas nécessairement son projet de société, mais c'est d'éviter les catastrophes à son peuple.
il semble que dans notre pays, nous avons une direction de catastrophe, une direction de la protection civile, qui sont sous l'encadrement du ministère en charge de l'administration territoriale. Le ministère en charge de l'administration territoriale est dans son démembrement plus proche des populations parce qu'il part des chefs de bloc, chefs de quartier jusqu'au ministre lui-même. Et quand on a ce maillage territorial et vous avez à gérer la direction de catastrophe, c'est pour cette raison qu'on a détaché un peu les sapeurs-pompiers. Vous n'avez pas l'impression que ce sont les militaires. On les amène, et Charles Hamel a utilisé un mot qu'on a abandonné ici, à prendre même le secourisme. Regarde, on est dans un immeuble, mais il n'y a pas de secouriste. Il n'y a pas de secourisme. Donc, ça fait partie des maillons qu'on a oubliés dans la constitution de ces centres de secours-là. Donc, vous avez dit l'argent, mais si on avait la volonté politique, on aurait cherché l'argent. Et il y a des partenaires au développement qui peuvent chercher l'argent, qui peuvent nous aider à trouver l'argent. Mais le problème, c'est justement, vous l'avez dit également, la priorité est ailleurs. Ce n'est pas là. Douala seulement devrait avoir au moins 6 unités de sapeurs-pompiers. En plus de Ngodi, on devait avoir à Youpé, à Yassa, à Bonaberi, à Koto ou Bonangang, à PK14 ou PK15. Regardez Ngodi, si à l'époque, la rivière qui traverse là, c'était une rivière normale, hein? Bon, peut-être vous ne l'avez pas connue, et même la Mbopi qui traverse ici par Bessengue et tout, c'était des rivières. Mais aujourd'hui, la ville a rétréci, y compris le lit du Vouri même a rétréci. Donc, il faut que ces unités soient créées à proximité de certaines zones, notamment où les catastrophes se passent souvent. Comment la zone comme Youpé, qui est même à côté de l'eau, quand il y a catastrophe là-bas, pour que le détachement des sapeurs-pompiers arrive là-bas, c'est un problème. Imaginez, vous partez de Ngodi pour une intervention d'un accident vers le pont de la Dibamba. Vous allez faire comment pour y arriver? Très compliqué. Voilà, pour arriver Carrefour Musique, vous faites comment? Alors que ça aurait pu avoir un maillage territorial qui permette que Douala au moins soit couvert. Mais maintenant, si on fait le prolongement, il devait avoir une unité, en plus de Bonaberi, en Banga et en Konsamba au moins. Vous voyez les accidents qu'il y a lieu. Et sur la route de Déa, Douala, il n'y en a pas. Donc, voilà, c'est un manque de volonté politique. Je veux dire que, bon, on a créé des unités comme ça, on ne sait même pas quoi ça sert. Est-ce qu'on pourra pointer également doigt accusateur sur les personnes en charge du respect du plan de validation de la ville, la façon avec laquelle la ville devrait être structurée? Parce qu'il y a des quartiers dans lesquels, même s'il y a un incendie par exemple, vous ne pouvez pas accéder. Justement. Il n'y a pas moyen de circuler, c'est l'anarchie totale. C'est-à-dire que la promiscuité a atteint son paroxysme. Il y a 2 personnes, et là on en parlait, je me rappelle encore, jeune reporter, on interpellait le gouverneur du Gloé à l'époque et les Poko Sindoumbé en leur disant Bonapriso, il est interdit de construire les maisons en étage à Bonapriso. C'est interdit. Et il est même interdit de faire les barrières fermées. Mais quand on a vu commencer à voir des choses au point où, au cours d'un de nos articles de presse, Maître Tchungam, je le cite parce qu'il est encore vivant, il en a profité pour saisir les autorités en disant mais comment vous permettez qu'on construise les immeubles ici parce que ça en est foutu. Justement, ce désordre-là est encadré par les autorités communales et administratives. Et qui fait que pour les autorités communales qui ont des bureaux qui s'appellent désordre contre le désordre urbain, oui. Et les plans, ils ont les plans de construction de leur ville, l'occupation du sol et tout ce que vous voulez. Quand vous n'avez pas de plan, vous ne devez pas construire. Comment on a contraint la cité dite Denver? C'est le marécage. Donc pour aller construire en zone marécageuse, les autorités communales et municipales avaient décidé, communales et administratives avaient décidé que vous devez
procéder au drainage d'eau pour qu'il n'y ait pas inondation. La terre risque de s'affaisser. Il faut un type de travail aménagé en relation avec la maïture pour le faire. C'est comme ça qu'on a admis aussi que d'un gars comme Onobiono, on dit c'est un marécage, monsieur. Il dit que bon, vous avez les moyens. Onobiono dit oui. Et on vient vérifier et on atteste que maintenant le lieu peut être habitable. En principe, c'est comme ça que ça devrait être fait. Mais malheureusement, et les autorités municipales et administratives, ils ont laissé faire. Et même ils ont commencé à vendre les terrains, y compris même vendre les terrains marécageux. Dominique Audrey, alors quand déjà ceux qui sont censés veiller à réguler se trouvent être en train de s'aimer simplement du désordre, parce que si aujourd'hui on parle de ce problème criard d'absence de logistique dans les centres de secours, il faut déjà relever que il n'y a même pas déjà ces centres de secours dans tout le pays. De base. Comment ça s'explique? Pourtant, peu importe là où on est, au Cameroun, on peut faire face à de telles réalités. Mais si les centres de secours, je ne sais pas, si en fonction de quoi qu'on choisit d'installer un centre dans telle zone et pas dans une autre zone. Au feeling, certainement. Peut-être des promesses électorales, peut-être du charme politique, tout simplement. S'il n'y en a pas plusieurs, c'est parce que les personnes qui dirigent n'ont pas jugé de l'opportunité d'en donner. C'est parce que les personnes qui dirigent estiment que les quelques-uns des centres de secours existants peuvent suffire à éteindre tous les incendies des différentes villes dans lesquelles ça se trouve. Donc pour eux, les quelques mois, disons sensiblement 10 qui existent, c'est bon, ça suffit, ils vont se battre avec. Ou alors la solidarité entre populations éteindra les feux. Si jamais quelqu'un s'évanouit chez lui, on n'a pas besoin d'appeler les secours. Le voisin a son taxi ou bien a sa moto, ils vont se transporter entre eux, c'est bon, ils vont aller à l'hôpital. Donc ils ne jugent pas de l'opportunité, de l'importance d'en avoir. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour un citoyen d'appeler dans un hôpital pour qu'on lui envoie une ambulance. Pourtant, les secours, avec la principale qualité qu'est la proximité que ça peut avoir avec la population, oui. On a la facilité d'avoir, je peux être malade, il n'y a personne chez moi pour m'aider, je n'ai pas de voisins, j'appelle les secours, je leur dis, mettez la main comme ça, vous enlevez le clou sur ma barrière ou bien sur ma porte et tout ça, vous entrez et vous allez me trouver, je suis tombée dans ma cuisine, j'ai fait un AVC dans ma douche, ou bien je dis tout et n'importe quoi, parce que les gens se disent que les sapeurs-pompiers, c'est simplement éteindre le feu. Ça a une autre fonction également. Ce sont les premiers secours. Oui, même quand votre porte est verrouillée, hein, vous appelez, et puis ils ont tellement de fonctions. Pas... Voilà. Oui. Donc, si les personnes qui nous dirigeaient avaient cette sensibilité-là, peut-être même de la magnanimité de vouloir nous donner, ne serait-ce que les premiers secours, je crois qu'on aurait pu éviter un certain nombre de choses. Parce que, regardez, par exemple, le cas du jeune homme qu'on a eu hier, à regard social, qui s'est fait électrocuter et tout. Nous, pauvres citoyens, simples citoyens, pauvres d'esprit, on ne sait pas comment tenir quelqu'un qui est accidenté. On ne sait pas comment déplacer quelqu'un qui vient d'avoir un AVC ou un choc. Donc, appelez les secours, eux, ils sont habilités à pouvoir déplacer une personne victime d'un accident. Donc maintenant, aujourd'hui, les équipements qu'on doit pouvoir leur donner, ce sont des gros véhicules pour pouvoir avoir une certaine capacité en contenance d'eau. En termes d'incendie, il faut pouvoir leur donner des véhicules qui soient équipés pour administrer les premiers soins quand on a des victimes de malaise, d'accidents et de tout ça. Donc je crois que c'est quelque chose d'important pour la société aujourd'hui, quand on sait que peu d'entre nous pouvons nous offrir les services d'un centre hospitalier. Alors, on dira, Charles Hamel, on a donc voulu créer cette discrimination entre ces différentes zones, parce que si une zone est dotée d'un centre de secours, une autre zone ne l'est pas,
on arrive encore au niveau des équipements et à ce niveau précisément ça pose problème. C'est simplement que pour dire qu'il n'y a pas des réunions de concertation, il n'y a pas des bilans qui soient faits, il n'y a pas des comptes rendus de routine qui soient adressés à qui de droit pour qu'au fur et à mesure on ait toujours la bonne température de ce qui se passe dans ces centres de secours. Les centres de secours concernent tout le monde. Vous, moi, le gouverneur, la BAM, c'est l'âme. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Pour qu'il y ait des centres de secours efficients, on a besoin d'avoir un élément clé, l'adressage des rues. Allô, centre de secours, bis, tchakala, je viens de m'écrouler. Monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bepanda, 2 veuves. C'est compliqué. Vous nous appelez d'où? Bepanda, 2 veuves. Quand vous arrivez au bénétariat, vous tournez. Vous arrivez, voilà. Et en tournant comme ça, il n'y a même pas la lumière. Comment? Quand vous arrivez, vous descendez tout droit, vous traversez un petit marigot, vous sautez 2 ponts, vous allez, oh, sauvez-moi, oh. On arrive à vous. Comment? Ça veut dire Bombok qui a déjà eu un loupé au niveau de l'urbanisation. On a loupé au niveau de l'urbanisation. Les centres de secours, et là je rejoins Bombok, ce n'est pas pour les pauvres. C'est pour les nantis. C'est payant. Aqua est tracé, Mali est tracé, Bonaprison est tracé, Bonanjo est tracé, Denver est tracé, Bonamoussadi est tracé. Je vous ai pris le cas de Bepanda. Trouvez-moi un village. Alors oui, vous connaissez Mboko. On arrive là-bas. Comment? C'est là le problème. Qui dit secours, dit logistique. Ouais. Véhicule. Dit plateau technique d'urgence. Ça veut dire à l'immédiat, on vient vous secourir. Si on a demandé qu'on vous amène au bord de la route, l'ambulance qui vient doit avoir l'air pour réanimation. On doit avoir un petit plateau. Si c'est une petite chirurgie, rapidement démarrer. Défibrillateur. Ouais, voilà, merci. Est-ce que c'est ça? Du tout. Est-ce qu'on est équipé? Avant de vous porter vers un centre de référence, on doit déjà avoir pris les premiers soins, comme on dit, pour vous sauver. Sauf qu'ici au Cameroun, on se rend compte que les centres de secours, c'est beaucoup plus pour les incendies. Tout le monde a mis ça dans ce sens-là. C'est-à-dire que